very pleased and honored to introduce a remarkable philosopher on philosophy of art and aesthetics, and especially regarding body and dance. But these realms are inseparable of the interest on Fernando Pessoa, based on a strong and fertile and very accurate philosophical concepts. You can look at the biographies written here. There's the names of the several works on these subjects, and these several works are have really a real effect in not only in our cultural and philosophical artistic milieu, but also in Brazil and other countries. Some of these works are translated in English, in Italian, in French, and they are re-edited in Brazil. So let's start to hear the José Gil conference. Thank you. Thank you for your words. Je vais parler en français, pardon. Merci de vos paroles. Je remercie aussi Paulo Monteiro. Bom, obrigado. Paulo Monteiro por me ter convidado. Eu vou fazer uma exposição sobre a vida, a filosofia e o teatro, Artaud e bocadinho de Deleuze. Não falarei de Derrida, isto porque quando eu cheguei ao fim do Artaud já ultrapassava toda je parle en portugais, je m'excuse. Je disais que le titre n'est pas celui qui est annoncé, le titre est le suivant: le théâtre, la philosophie, la vie, Artaud et Deleuze. Il y aura très peu de Deleuze parce que j'avais tellement développé, commenté Artaud que ça dépassait l'heure. Et j'ai dû couper, ce qui fait qu'actuellement, je pense, ça ne débordera pas, à loin de là, les 60 minutes, j'espère moins. Dès le théâtre et dès le début du théâtre et son double, Artaud affirme avec force la nécessité pour la culture occidentale de renouer avec la vie, mieux, d'exercer la vie, soulignée par Artaud. Contre notre idée d'un art et d'une culture séparée de la vie, séparation qui est à la base de l'effondrement général de notre civilisation, Artaud réclame des expressions culturelles et artistiques qui épousent et se confondent même avec la vie. Car notre vie se décompose et pourrit. Elle manque de force. Notre culture et tout l'Occident vont ainsi à la mort. Nous sommes victimes d'une infection qui nous corrompt puisqu'elle nous enlève nos capacités de posséder notre vie. Je vais dire, impossible de l'expliquer maintenant, je vais dire que je trouve que tout ce qu'on appelle le délire de Artaud est pour moi du littéral, et je peux le montrer. Je ne vais pas le faire. Donc, quand il dit nous sommes victimes d'une infection, c'est une infection. C'est pas une métaphore. Or, pourquoi elle manque de force. Dans l'ensemble des expressions artistiques, il y en a une qui peut quand même régénérer
cette vie et nous redonner des forces, c'est le théâtre. Et pourquoi le théâtre? Parce que le théâtre conserve, entre tous les arts, conserve intact un résidu précisément de vie intacte. Et pourquoi le théâtre conserve ce résidu de vie? Parce que, comme il dit, le théâtre se sert de tous les langages artistiques et n'étant pas un langage au sens des autres arts. Puis, précisément, l'une des caractéristiques de ce langage, c'est de produire des ombres. Des ombres, ce sont des doubles de la vie. Les doubles et les ombres, c'est ce qui est produit sur scène par le théâtre proposé par Artaud, le théâtre de la cruauté. Ces ombres et cette production de théâtre va pouvoir avoir deux effets. Un effet négatif de destruction de la culture et de tout ce qui emprisonne, pour employer un mot de Leuzien, emprisonne la vie, mais qui est artaldien aussi, et un effet positif qui est de pouvoir guérir le mal. Ainsi les formes de ce qui nous emprisonne dans la culture doivent être brutalisées et détruites. L'acteur peut le faire, rejoignant ce qui survit aux formes et produit leur continuation. Artaud n'est pas contre les formes, il est contre les formes qui se prennent pour l'essence du théâtre, alors que derrière ces formes vides et pétrifiées de notre culture se trouvent les ombres vraies ou des doubles qui conservent la vie. Car, je cite, le double du théâtre, c'est la vie, et il écrit dans un texte de 1945 à Rodez, car si le théâtre double la vie double le vrai théâtre. Il y a donc dans l'essence même de la vie un mouvement qui reproduit les caractéristiques du théâtre, les conflits, les oppositions, les drames. Voilà qui fait du théâtre un art privilégié. Cependant, il ne faut pas oublier que l'on se trouve encore à un niveau pré-linguistique, c'est-à-dire pré-formel. La vie double le théâtre, non pas parce qu'elle reproduit le langage théâtral, mais parce qu'elle déploie dans son mouvement les tendances propres au théâtre. Quelles tendances? Les tendances du théâtre à doubler la vie nous renvoient en deçà des formes, aux forces et aux signes. Aux signes intensifs, aux sources des formes qui à leur tour renvoient aux intensités d'avant les formes. Qu'est-ce que la vie? Écoutons plutôt Artaud. Aussi bien, quand nous prononçons le mot de vie, faut-il entendre qu'il ne s'agit pas de la vie reconnue par le dehors des faits, mais de cette sorte de fragile et remuant foyer auquel ne touchent pas les formes. Et s'il est encore quelque chose d'infernal et de véritablement maudit dans ce temps, c'est de s'attarder artistiquement sur des formes au lieu d'être comme des suppliciés que l'on brûle et qui font des signes sur leur bûcher. Fin de citation. Ce sont des forces donc. Mais pourquoi un théâtre de la cruauté? Pour répondre aux multiples critiques dont ce titre fut l'objet, Artaud s'en est longuement expliqué. Je cite: « J'aurais dû spécifier l'emploi très particulier que je fais de ce mot, cruauté, et dire que je l'emploie non pas dans un sens épisodique, accessoire, par goût sadique et perversion d'esprit, par amour des sentiments à part et des attitudes malsaines, donc pas du tout dans un sens circonstanciel,
Il ne s'agit pas du tout de la cruauté vice, de la cruauté bourgeoisement, de la cruauté bourgeonnement d'appétit pervers et qui s'exprime par des gestes sanglants, mais au contraire d'un sentiment détaché et pur, d'un véritable mouvement d'esprit, lequel serait calqué sur les gestes de la vie même. Fin de citation, lettre à Jean Paulhan, 1932. Faut-il dire alors que la cruauté exclut tout sans verser tout sadisme? Non pas, car la vie elle-même implique le mal, et l'irruption de la vie où la création se heurte à la matière, aux choses et aux êtres, si, je cite, puisqu'il est entendu que la vie, c'est toujours la mort de quelqu'un. Lettre sur la cruauté, à Jean Paulhan aussi. Mais ce n'est pas là le plus important. Ce qui définit la cruauté, c'est un déterminisme supérieur. Je cite, il y a dans la cruauté qu'on exerce une sorte de déterminisme supérieur auquel le bourreau suppliciateur est soumis lui-même et qu'il doit être, le cas échéant, déterminé à supporter. La cruauté est avant tout lucide, c'est une sorte de direction rigide, la soumission à la nécessité. Fin de citation. Que veut dire Artaud? Deux choses surtout. D'abord, qu'il y a dans tout acte de vie, de création ou d'action, une nécessité implacable, une sorte de passage à l'acte ou à l'existence qui implique une rigueur cosmique, sans quoi il n'y aurait ni irruption de vie, ni création. Dans toute volonté, il y a une cruauté. Je cite, et le théâtre, dans le sens de création continue, d'action magique entière, magique c'est très important, on verra, obéit à cette nécessité. Il faudrait exposer ici certaines idées cosmologiques d'Artaud pour bien saisir ce qu'il entend par cruauté. Métaphysiquement parlant, comme il dit, le bien est un résultat, le mal est permanent. Le mal s'est imposé partout et tout acte de vie qui vient le troubler est une cruauté et une douleur. Je cite, tout ce qui agit est une cruauté. C'est sur cette idée d'action poussée à bout et extrême que le théâtre doit se renouveler. L'idée de théâtre de la cruauté s'intègre donc dans les vues cosmologiques d'Artaud. Je cite, l'effort est une cruauté. L'existence par l'effort est une cruauté. Enfin, à la cruauté de la création par le Dieu caché s'ajoute la cruauté de tout acte du bien. Tout est dit dans le texte suivant. Je cite. Il y a dans le feu de la vie, dans l'appétit de vie, dans l'impulsion irraisonnée à la vie, une espèce de méchanceté initiale. Le désir d'Éros est une cruauté puisqu'il brûle les contingences. La mort est cruauté, la résurrection est cruauté, la transfiguration est cruauté, puisqu'en tous sens et dans un monde circulaire et clos, il n'y a pas de place pour la vraie mort, qu'une ascension est un déchirement, que l'espace clos est nourri de vie et que chaque vie plus forte passe à travers les autres, donc les mange dans un massacre qui est une transfiguration et un bien. Ce n'est pas métaphorique pour Artaud, et pas pour moi. Dans le monde manifesté métaphysiquement parlant, le mal est une loi permanente, ce qui est bien est un effort et déjà une cruauté surajoutée à l'autre. Fin de citation. Dans cette cruauté inhérente à la vie, tout mouvement est douleur. La vie est liée à la douleur et à la souffrance, puisque tout mouvement implique cruauté. Et puisque la pensée d'Artaud est moniste, la vie et la douleur traversent toutes les choses, le corps et l'esprit, le physique et le biologique. Un philosophe lecteur d'Artaud, Gilles Deleuze, a bien saisi cette espèce de douleur cosmique qu'il rapporte à sa propre théorie de la dramatisation de l'idée dont on a parlé. Je cite, lorsqu'Artaud parlait du théâtre de la cruauté,
il le définissait seulement par un extrême déterminisme, mouvement de gravitation tournant et blessant, capable de toucher directement l'organisme, pure mise en scène sans auteur, sans acteur et sans sujet. Même le ciel souffre de ses points cardinaux et de ses constellations. Différence et répétition. C'est pourquoi la cruauté est liée à la conscience, à l'extrême lucidité dans la douleur. Deuxièmement, il faut comprendre la cruauté liée à l'excès et à l'intensité de vie. D'une part, la précision et la rigueur implacable de tout acte de volonté, ce déterminisme supérieur, heurtent les contingences ordinaires. C'est le sens même de nécessité absolue, qui ne peut être que cruel et qui accompagne tout geste de l'acteur comme tout mouvement de la vie. On peut, je cite, on peut très bien imaginer une cruauté pure, sans déchirement charnel. Et philosophiquement parlant, d'ailleurs, qu'est-ce que la cruauté? Du point de vue de l'esprit, cruauté signifie rigueur, application et décision implacable, détermination irréversible, absolue. Fin de citation. L'intensité naît de cette rigueur et de la douleur qu'elle provoque. Par ailleurs, le déterminisme blesse et détruit les contingences de la vie comme faisant bouger la vie inerte, comme faisant bouger la vie inerte et pétrifiée de notre culture corrompue. La rigueur extrême de l'acte cruel contracte et intensifie les forces de vie qui portent l'acteur. Il y a une caractéristique du théâtre de la cruauté qu'il le définit si essentiellement que tous les grands topics qu'il aborde en découlent naturellement. Mieux, tous les grands thèmes de la pensée d'Artaud, qui est une pensée systématique et cohérente, il y a deux pensées qui suivent, un dernier Artaud, mais ne se comprennent qu'au moyen de son action. Cet élément, c'est la magie. Si Artaud critique avec tant de force la soumission de l'acteur au texte et à la parole, c'est parce que le langage fige la vie, la sépare des corps et de l'existence réelle, créant des représentations artificielles qui contribuent au pourrissement général de la culture. Il faut construire un autre théâtre qui agisse directement sur les nerfs et le cœur, dépouillé de toute médiation. Or, un théâtre non du langage, mais du non-verbal, du pré-verbal, qui créera une poésie dans l'espace, expression récurrente, dépouillé de toute médiation. Un théâtre non du langage, je l'ai dit, utilisant tous les moyens d'expression sur une scène, comme la musique, danse, plastique, pantomime, mimique, gesticulation, intonation, architecture, éclairage et décor. Constamment, il est dit. Ce théâtre qui doit s'adresser directement au sens, agit à travers des forces, réveille les énergies endormies du spectateur, transmet immédiatement le pouvoir de penser et d'agir d'un corps à l'autre. C'est un théâtre magique. Deux idées essentielles. D'abord, c'est par la magie qu'on atteindra, qu'on épousera et qu'on créera le vrai mouvement de la vie. Le langage, les grandes constructions philosophiques ou religieuses restent abstraites, ne captant pas le réel et la vie. Seule la magie du corps, et surtout du corps de l'acteur et du corps d'Artaud, plus tard, seule la magie du corps peut efficacement, un mot constant chez lui, saisir la vie et en contaminer les autres corps. Je cite, « Pour qui a oublié le pouvoir communicatif et le mimétisme magique d'un geste, le théâtre peut le lui réapprendre parce qu'un geste porte avec lui sa force. » Fin de citation. Qu'est-ce que la magie? À la fois l'action des forces et son résultat, ainsi que le moyen qu'ont certains hommes de le provoquer. Et il y a deux types de magie, selon Artaud. Une magie noire, maléfique, qui pourrit le corps et empoisonne l'Occident, et une magie curative, à l'œuvre dans le théâtre de la cruauté et
qui devient alors un théâtre de la curation cruelle, dans une expression qui vient bien plus tard, dans les années 40. Dans les deux cas, il s'agit de communication directe d'énergie entre deux entités ou substances hétérogènes qu'aucune sorte de causalité connue ne pourrait expliquer, entre l'esprit et le corps, entre le geste d'un acteur balinais, par exemple, du Bali, et le type d'expérience qu'il suscite chez le spectateur, comme si ce dernier avait subi l'effet d'une action réelle. Parce que toute médiation manque entre la cause et l'effet, tous deux substantiellement différents, la causalité magique se situe hors de la sphère de la raison. Et parce qu'elle établit une liaison immédiate, la magie amplifie la force. Par exemple, le théâtre de la cruauté emploiera des notions telles que le chaos, avec un grand C, la fatalité, des notions métaphysiques, je cite, qui portent avec elles leur énergie afin de retrouver en nous ces énergies qui, en fin de compte, créent l'ordre et font remonter le taux de la vie. Créer l'ordre parce que le théâtre suppose l'anarchie, comme nous allons le voir. La force magique charrie une violence imparable qui force les corps et vainc tout obstacle. Par ailleurs, parce que l'action magique se déroule à une échelle microscopique, ce qui lui permet d'échapper à la répression du pouvoir institutionnel macro, elle est invisible et secrète. Artaud en est bien conscient. Dans de multiples textes sur le théâtre, il est question de magie et de sorcellerie, si bien que l'action d'un corps sur l'autre est avant tout magique, c'est-à-dire intense, immédiate, invisible et efficace. Si nous pouvons nous rapporter à Deleuze et aux particules virtuelles qu'un corps émet, des vibrations, et nous avons là une idée de comment cette action se fait. Si dans le théâtre son double, il veut en finir avec le théâtre soumis à un texte préétabli et à la parole qui seule porte le sens, c'est pour créer une communication magique directe. Je cite, « Or, changer la destination de la parole au théâtre, c'est s'en servir dans un sens concret et spatial. C'est la manipuler comme un objet solide et qui ébranle les choses, dans l'air d'abord, ensuite dans un domaine infiniment plus mystérieux et plus secret, mais qui lui-même admet l'étendue. C'est ainsi que cette identification de l'objet du théâtre avec toutes les possibilités de manifestation formelle et étendue fait apparaître l'idée d'une certaine poésie qui se confond elle-même avec la sorcellerie. » Fin de citation. Artaud, c'est toujours dans le théâtre sans doute. Artaud décrit très précisément ce que nous avons appelé ailleurs la parole-action, ce que Deleuze a appelé dans Artaud, chez Artaud, le mot souffle. Parce qu'il y a toute une histoire de souffle, une technique des souffles dont je ne parlerai pas. Décrit très précisément ce que nous avons appelé la parole-action, celle qui agit par ses vibrations phonétiques et matérielles comme une chose. Citation, c'est sous cet angle d'utilisation magique et de sorcellerie qu'il faut considérer la mise en scène, non comme le reflet d'un texte écrit, mais comme la projection brûlante de tout ce qui peut être tiré de conséquences objectives d'un geste, d'un mot, d'un son, d'une musique et de leur combinaison entre eux. Cette projection active ne peut se faire que sur la scène et ses conséquences trouvées devant la scène et sur la scène. Et l'auteur, qui use exclusivement de mots écrits, n'a que faire et doit céder la place à des spécialistes de cette sorcellerie objective et animée. Fin de citation. La magie a encore deux effets majeurs. Elle réveille des forces endormies et, hypnotisant l'individu, débusque dans son corps les plus subtiles notions. Il faudrait ici l'expliquer. Comment ? Parce que, dira-t-il, ces vibrations atteignent les organes les plus fins, les organes qui
cache les énergies de vie et les soulève et les libère. Il a, dans Aliéner l'acteur, dans 3 textes écrits pour être lus au Colombier, etc., il y a tout cela, il l'explique de façon magnifique. La magie, donc, c'est soit la parole-action ou le geste-action du théâtre de la cruauté épouse dans son mouvement où il s'engendre lui-même en communiquant le sens même de son langage, c'est-à-dire de ses formes, mais des formes qui ont capté des forces et qui émanent maintenant de forces. En quoi la forme ne se distingue pas de la force, l'une étant immanente à l'autre, dans le théâtre de la cruauté. En termes de Leusien, Artaud prétend créer un plan d'immanence totale, où tout élément sur scène, son, couleur, force, habit, geste, cri, lumière, posture du corps, chant, musique, image, contribue à un langage théâtral, où les formes sont des forces et les images se confondent avec l'énergie qu'elles émettent. Théâtre d'intensité, où chaque forme est conçue comme une force singulière. La forme, non seulement conditionne la force, sans zigzag, courbe, droite, etc., mais celle-ci coïncide dans son intensité, sa vitesse, son efficacité avec la figure de la forme. C'est le trait figural et matériel de la forme qui caractérise la force qu'elle lance, car la forme est mouvement, trajet, tout comme la force. C'est pourquoi le langage du théâtre et de la cruauté se compose de hiéroglyphes à 3 dimensions qui se meuvent dans l'espace de la scène. C'est le corps qui fabrique ces hiéroglyphes. Ainsi surgit cette poésie dans l'espace, de l'espace moulu, de l'espace projection qui unit le corps de l'acteur au corps du spectateur et qui fait la magie même du théâtre de la cruauté. Voici un texte qui montre comme ce langage magique exprime des couches très subtiles de sens grâce à l'immanence des forces aux formes. Je cite, c'est beau celui-là. Si la musique agit sur les serpents, ce n'est pas par les notions spirituelles qu'elle leur apporte, mais parce que les serpents sont longs, qui s'enroulent longuement sur la terre, que leur corps touche à la terre par sa presque totalité. Et les vibrations musicales qui se communiquent à la terre atteignent comme un message très subtil et très long. Eh bien, je propose d'en agir avec les spectateurs comme avec les serpents qu'on charme et de les faire revenir par l'organisme jusqu'aux plus subtiles notions. Fin de citation. L'immanence est au fond celle du théâtre et de la vie. Cite. Briser le langage pour toucher la vie, c'est faire ou refaire le théâtre. La magie permet cette osmose entre le langage et la vie, car en tant que dispositif qui fonctionne au sein même de la vie, elle traduit ou transduit les formes vitales les unes dans les autres, construisant le plan d'immanence du théâtre. En ce sens, il n'y a pas une grande différence entre la magie et la vie. La première multiplie la seconde, l'intensifie, la purifie, la libère. Son action est si puissante qu'elle peut transformer et guérir l'humanité. Magie de curation cruelle. À cette magie puissante de vie s'oppose la magie noire, qui corrompt le monde. Il y a toute une logique dont je ne parlerai pas, de cette magie noire et de cette corruption. Le théâtre de la cruauté parviendra peut-être, les textes varient un peu à ce sujet, à la vaincre et à refaire l'humanité. Je cite maintenant un poème. Le monde des esprits est ce monde qui a besoin d'un certain nombre de coups de pied au cul pour se décider à vider le plancher. Et le théâtre a tout ce qu'il faut pour les lui donner efficacement. Là, ce monde nous paraît impur, malpropre, obscène, bas, mesquin, vil et vilain. C'est une erreur, il est magique, mais il est salement magique,
Et c'est par magie, la magie pure, que ce monde tombé si bas défend avec un acharnement aussi obstiné tout ce qu'il y a de vil, d'insipide, d'infâme. C'est par les manœuvres de magie noire qu'il meuble tout l'air dont nous sommes suffoqués de cette pullulation agressive de larves qui constitue ces gardes du corps. Magie pour magie, à la magie sexuelle d'un monde infâme doit répondre la magie curative cruelle d'un théâtre revenu à soi. Fin de citation. Ce théâtre revenu à soi, théâtre magique, est aussi un théâtre métaphysique. En fait, Artaud refuse délibérément cette expression, préférant parler de mise en scène métaphysique. Pourquoi ce refus et pourquoi cette relation étroite entre la mise en scène théâtrale et la métaphysique? S'il regrette d'utiliser le terme de métaphysique, c'est parce qu'il refuse la métaphysique des systèmes philosophiques. Son théâtre ne sera jamais une application de ces idées métaphysiques-là. En vérité, ce n'est pas à cause de son contenu qu'une idée pour Artaud est métaphysique. Qu'est-ce donc qu'une idée métaphysique? Et pourquoi la mise en scène du théâtre de la cruauté doit-elle produire des idées métaphysiques? En vérité, il n'y a pas d'idée métaphysique en soi, existant par soi, comme les idées platoniciennes. Une idée métaphysique pour Artaud doit être produite par le jeu théâtral et par la mise en scène, en émanée comme si ce jeu obéit à certaines caractéristiques qui ne sont pas des règles formant un algorithme. Le théâtre construit son langage à partir de la poésie dans l'espace, c'est-à-dire de l'espace et du mouvement sur la scène. La métaphysique, comme, je cite, développement de l'expression en tous sens de tous les éléments physiques de la scène et de toutes leurs combinaisons possibles, et, fin de citation, exprime une pensée profonde et totale, parce que tous les langages possibles, construisibles avec ces éléments, y sont virtuellement contenus. C'est un théâtre qui vient de la scène. Retenons quelques caractéristiques de cette mise en scène métaphysique. A. L'expression qui en émane est directe et immédiate, atteignant les nerfs et le cœur du spectateur. Ce sont des idées métaphysiques, lesquelles naissent de la scène, des gestes, de signes, d'attitudes, de sonorités, qui constituent le langage de la réalisation et de la scène, ce langage qui développe toutes les conséquences physiques et poétiques sur tous les plans de la conscience et dans tous les sens, entraînant nécessairement la pensée à prendre des attitudes profondes qui sont ce que l'on pourrait appeler de la métaphysique en activité. Cette expression va être prise par Deleuze, sans qu'il cite Artaud. La métaphysique en activité, fin de citation. B. Les idées métaphysiques agissent, sont des forces poétiques en mouvement. Elles agissent comme des choses, atteignent la pensée et les corps. Ce ne sont pas des idées au sens traditionnel des modes d'une substance distincte de la matière. C. Ce sont des idées profondes. La profondeur métaphysique vient ici de ce que le jeu théâtral réveille les couches les plus subtiles et les plus cachées de l'inconscient. Et il faudrait ici développer l'idée qui n'est pas mais implicite, c'est terriblement implicite chez Artaud, l'idée de l'inconscient du corps. Et que, travaillant en espace avec tous les moyens possibles propres au théâtre, les combinant en tous sens, il apporte à l'expression la totalité du monde et du cosmos. D. Ce sont des idées poétiques, je cite. C'est que la vraie poésie, qu'on le veuille ou non, est métaphysique. C'est même, dirais-je, sa portée métaphysique, son degré d'efficacité métaphysique qui en fait tout son véritable prix. La poésie suppose une anarchie profonde qui l'approche du danger avec un grand D, idée que nous reprendrons plus loin. E. Le théâtre de la cruauté met en scène des thèmes qui ne viennent pas d'un auteur, mais tel le théâtre balinais,
qui viennent des jonctions primitives de la nature qu'un esprit double a favorisé. C'est une sorte de physique première d'où l'esprit ne s'est jamais détaché. Cette métaphysique de la mise en scène suppose une ontologie. C'est un théâtre de F, c'est un théâtre de signes. Dans l'admirable description du théâtre balinais, qui apparaît ainsi comme une espèce de version orientale du théâtre de la cruauté, Artaud insiste sur l'intellectualité permanente qui émane du langage, des gestes, des attitudes, des cris, de tout le matériel sensible mis en jeu par les balinais. Ce côté intellectuel et spirituel du théâtre balinais est agi, joué par les acteurs et les matériaux de la scène. L'esprit est incrusté dans les corps et dans le sensible. Je cite, cette idée de théâtre supprime toute possibilité de recours aux mots pour l'élucidation des thèmes et les plus abstraits. Et elle invente un langage de gestes fait pour évoluer dans l'espace et qui ne peuvent avoir de sens en dehors de lui. Pourtant, à côté d'un sens aigu de la beauté plastique, ces gestes ont toujours pour but final l'élucidation d'un état ou d'un problème de l'esprit. Citons enfin ce texte, extrait encore de le texte sur le théâtre balinais. Il y a un bourdonnement grave de l'instinct dans ce théâtre, mais amené à ce point de transparence, d'intelligence, de ductilité, où elle semble nous rendre d'une manière physique quelques-unes des perceptions les plus secrètes de l'esprit. Les acteurs, avec leurs costumes, composent de véritables hiéroglyphes qui vivent et se meuvent. Et ces hiéroglyphes à 3 dimensions sont à leur tour subrodés d'un certain nombre de gestes, de signes mystérieux qui correspondent à l'on ne sait quelle réalité fabuleuse et obscure. Il y a quelque chose qui participe de l'esprit d'une opération magique dans cette intense libération de signes, retenus d'abord et jetés ensuite soudainement dans l'air. Je crois que ça va aller. Nous avons une idée maintenant de la façon dont Artaud rapproche le théâtre de la philosophie à travers ce qu'il appelle les idées métaphysiques de la mise en scène. Ce qui nous autorise à nous interroger sur la pertinence de ce rapprochement, sachant ce qu'il opère chez Artaud, sachant que ce qu'il opère chez Artaud, c'est un élément précis, la vie. À notre tour, nous renvoyons à la question qui traverse la philosophie moderne. Comment philosopher au plus près de la vie, que l'on mettra en parallèle avec le souci premier d'Artaud. Comment bâtir un théâtre qui se confonde avec la vie même? S'il y a parallélisme entre ces deux questions, c'est parce qu'elles résonnent l'une sur l'autre, multipliant les échos, c'est-à-dire les problèmes, les pensées, les solutions qu'elles découvrent. Si bien que tout comme Artaud est amené à concevoir une mise en scène qui est une métaphysique en activité, on est peut-être en droit de concevoir la philosophie comme le mouvement d'un drame. Nous aurions ainsi 2 modes différents de viser le même but, fondre pensée et vie dans le même noyau ontologique. Alors, les résonances entre théâtre de la cruauté et pensée philosophique ne formeraient pas un cercle constituant seulement une autre manière de réaliser l'ontologie. Le théâtre et la philosophie coïncideraient parce que chacun d'eux se confond avec la vie. Les moyens de réaliser la mise en scène de la cruauté et les moyens de construire l'ontologie par la pensée philosophique forment en vérité 2 séries différentielles qui résonnent et communiquent à travers ce que Deleuze a appelé le précurseur sombre. Ici, le conflit, la lutte, les dilemmes, les antinomies, les éléments infinis du drame constituent précisément le différent différenciant ou le différent en soi de Deleuze. Car il s'agit d'une ontologie de la différence. Ce conflit dramatique fait communiquer les séries et en reliant par la tension différentielle. C'est lui qui fait bouger, en les différenciant intensivement, les scènes successives de la mise en scène théâtrale. C'est encore lui qui fait
mouvoir les concepts et les idées philosophiques en les différenciant internement et externement par rapport à l'autre série. C'est en ce sens seulement que l'on peut dire que la philosophie est un drame. Elle est drame en ce que le mouvement des concepts entre dans un jeu de tension, conflit et attraction de concept-action. Jeu singulier non dramatique, au sens du vieux drame qu'on veut combattre. Différent de la singularité du jeu dramatique des actions métaphysiques, maintenant de la métaphysique en activité du théâtre de la cruauté. Pourquoi cette différence et cette jonction? Parce que le concept action philosophique atteint et agit sur les corps de façon différente de celle de l'action dramatique métaphysique, car chacun d'eux émet des particules virtuelles ou des forces microscopiques aux intensités singulières uniques. Mais pourquoi les conflits sont-ils à l'origine du théâtre? Et pourrait-on dire de même que le conflit est à la source de la pensée philosophique? Ce sera encore Artaud qui nous fournira le point de départ de l'exploration de ces questions. Il y a dans le théâtre et son double un texte qui aborde directement le problème. Je cite: si l'on pose en effet la question des origines et la raison d'être ou de la nécessité primordiale du théâtre, on trouve d'un côté, et métaphysiquement, la matérialisation, ou plutôt l'extériorisation d'une sorte de drame essentiel qui contiendrait d'une façon à la fois multiple et unique les principes essentiels de tout drame. Il y a un drame essentiel qui est dans l'être. Ce drame essentiel qui contient virtuellement tout drame affectif vient après la création elle-même son conflit. Je cite: il faut croire que le drame essentiel, celui qui était à la base de tous les grands mystères, épouse le second temps de la création, celui de la difficulté et du double, celui de la matière et de l'épaississement de l'idée. L'idée s'épaissit en s'inscrivant dans la matière par la magie noire. Il semble bien que là où règne la simplicité et l'ordre, il ne puisse y avoir de théâtre ni de drame. Et le vrai théâtre naît d'une anarchie qui s'organise. Après des luttes philosophiques qui sont le côté passionnant de ces primitives unifications. C'est extraordinaire, texte, n'est-ce pas? Fin de citation. Rappelons que ce texte s'insère dans un chapitre sur le théâtre alchimique, ce qui explique les références aux grands mystères. Rappelons que cette espèce de mythe cosmogonique parle d'une première création, puis d'une deuxième, où naît le conflit. Ce premier temps ne semble pas renvoyer à une origine ou à l'un où le même régnerait. Il est plutôt question de primitives unifications, au pluriel. Comment surgit le conflit et le drame dans un temps de primitives unifications où règne la simplicité et l'ordre? Il semble que le mythe cosmogonique d'Artaud suppose une impulsion irrépressible de l'être à créer et à s'exprimer, impulsion première de toute création, donc de la création première aussi. Dans un autre texte, à propos du théâtre balinais, il écrit, si, dans ce théâtre, toute création vient de la scène, trouve sa traduction et ses origines dans une impulsion psychique secrète qui est la parole d'avant les mots. Ça va être pris par Deleuze encore. Il est immédiatement pertinent de passer du plan de la création théâtrale à celui de la création cosmique. Le théâtre s'instaure donc pour résoudre une anarchie qui éclate et défait l'ordre et la simplicité de la création première. On assiste alors à des luttes philosophiques, des conflits que le cosmos en ébullition nous offre d'une manière philosophiquement altérée et impure. Ce théâtre organise l'anarchie et cherche à résoudre les conflits. Comment? En réalisant le temps de l'immanence, le temps même de la première création sans conflit.
Ce texte que nous citerons de suite autorise et confirme la lecture que nous faisons du mythe de l'origine du théâtre d'Artaud. Le premier temps de la création se rompt par l'irruption d'une impulsion imparable de l'être à s'exprimer. Le temps est le temps de l'immanence. Ce temps est le temps de l'immanence. L'immanence se défait parce que les conflits jaillissent, et ils jaillissent parce que surgit la bifurcation, concept de Whitehead, la séparation entre matière et esprit, entre le concret et l'abstrait, etc. Cette séparation est une apparence pourtant affirmée par les différentes philosophies qui luttent entre elles. Bref, le conflit virtuellement contenu dans la première création épouse, s'extériorise, se matérialise dans le second temps de la création, temps de la naissance du théâtre et de la philosophie. Mieux, peut-être, le conflit s'exprime et donc existe parce que la philosophie dit la fausse séparation ontologique, fausse mais efficace, et qui fait tout notre malheur. Écoutons donc ce que dit Artaud. À propos des mystères de Leusis, qu'il compare à sa propre idée de théâtre, il écrit, je cite, « Je crois plutôt qu'il devrait mettre en scène les projections et des précipitations de conflits, de luttes indescriptibles de principes, prises sous cet angle vertigineux et glissant, où toute vérité se perd en réalisant la fusion inexplicable et unique de l'abstrait et du concret, et d'autre part, résoudre par des conjonctions inimaginables et étranges pour nos cerveaux d'hommes encore éveillés, résoudre ou même annihiler tous les conflits produits par l'antagonisme de la matière et de l'esprit, de l'idée et de la forme, du concret et de l'abstrait, et fondre toutes les apparences à une expression unique. » Fin de citation. La résolution des conflits crée l'immanence, ou plutôt c'est par leur fusion dans l'immanence que les oppositions conflictuelles se résolvent. Il semble donc que pour Artaud, la philosophie elle-même naît du et dans le conflit. Nous dirions pour notre part qu'elle naît d'une nécessité première de la pensée, s'affirmer en se distinguant de la doxa, tout comme le théâtre de la cruauté s'affirme contre le théâtre normal, ordinaire, conventionnel qu'Artaud aborde. Lorsque l'affirmation de la différence est captée par le concept, celui-ci ou bien se scinde et s'ouvre en incorporant la différence avec la doxa, ou bien il se fige et s'enquiste en prenant sur soi réflexivement l'un des pôles différentiels. Un autre concept surgit alors qui se distingue en s'opposant au premier. Deux champs de pensée se forment. La pensée bifurque. La matière devient substantiellement le contraire de l'esprit, le sensible s'oppose à l'intelligible, etc. Et les conflits éclatent entre les théories des concepts organisés, les philosophies, qui cherchent à occuper tout l'espace de la pensée ou laisser ouvert par la violence de l'affirmation première de la différence. C'est donc dans la différence, dans l'espace déchiré et illimité du mouvement du concept que naît la philosophie, espace de l'affirmation d'une multiplicité virtuelle de différences, après les unifications multiples. Cet espace peut devenir celui des luttes entre systèmes de concepts réflexifs ou l'espace de création de nouveaux concepts. Dans le premier cas, il y a un enquistement des concepts, dans le second, l'ouverture du concept au mouvement même de la vie. Dans le premier cas, le territoire de la philosophie est ce champ de bataille de ces combats sans fin dans la métaphysique dont parle Kant dans la préface à la première édition de la critique de la raison pure dont on a parlé tout à l'heure. Dans le deuxième cas, la pensée philosophique n'abolit pas le conflit en construisant son plan d'immanence, mais ce sont des conflits d'un autre ordre. Non de système contre système, mais encore et toujours contre la doxa, contre le temps et l'entropie, contre la menace du chaos, ou plutôt contre la menace de ce qui se dresse précisément contre l'opinion et qui, par son intensité, conduit le philosophe au bord du chaos. Cela, Artaud l'appelait le danger, avec un grand D.
Que doit faire le théâtre de la cruauté pour détruire le théâtre et la culture contemporaine? Comme je n'ai pas le temps de répondre à cette question, je vais terminer en disant: il faudrait maintenant que la différence et avec elle le conflit soit à la source de la pensée philosophique. Malheureusement, je n'ai plus le temps de le faire, de le montrer. En revanche, et puisque nous sommes peu à peu rapprochés de Deleuze, je voudrais citer pour terminer quelques textes de différence et répétition qui proposent une nouvelle idée de la philosophie en introduisant le mouvement dans le concept, en transformant le concept en action, en niant la représentation, en abolissant toute médiation entre l'œuvre et l'esprit, bref, en extrapolant vers le plan de la philosophie tout ce qu'Artaud veut réaliser dans son théâtre de la cruauté. L'inspiration non avouée vient clairement d'Artaud. Deleuze va jusqu'à reprendre des expressions du théâtre et son double, telles que mettre la métaphysique en activité ou un langage qui parle d'avant les mots. L'expression d'Artaud est la parole d'avant les mots. Bref, si la nouvelle philosophie de la répétition et de la différence se fonde sur le théâtre, c'est bien du théâtre d'Artaud et à nul autre qu'il va chercher ses sources. Je cite Deleuze. On parle volontiers, à propos de Kierkegaard et Nietzsche, d'un dépassement de la philosophie. Or, ce qui est en question dans toute leur œuvre, c'est le mouvement. Ce qu'ils reprochent à Hegel, c'est d'en rester au faux mouvement, au mouvement logique abstrait, c'est-à-dire à la médiation. Ils veulent mettre la métaphysique en mouvement, en activité. Ils veulent la faire passer à l'acte et aux actes immédiats. Il s'agit de produire dans l'œuvre un mouvement capable d'émouvoir l'esprit hors de toute représentation. Il s'agit de faire du mouvement lui-même une œuvre sans interposition, de substituer des signes directs à des représentations médiates, d'inventer des vibrations, des rotations, des tournoiements, des gravitations, des danses et des sauts qui atteignent directement l'esprit. Cela, c'est une idée d'homme de théâtre, une idée de metteur en scène, en avance sur son temps. N'est-ce pas ce que dit Artaud, finalement? Et c'est de Deleuze. Je cite encore Deleuze: c'est dans ce sens que quelque chose de tout à fait nouveau commence avec Kierkegaard et Nietzsche. Ils ne réfléchissent plus sur le théâtre à la manière hegelienne. Ils ne font pas davantage un théâtre philosophique. Ils inventent dans la philosophie un incroyable équivalent de théâtre et par là forment ce théâtre de l'avenir en même temps une philosophie nouvelle. Plus loin, il affirme: le théâtre, c'est le mouvement réel. Et dans tous les arts qu'il utilise, il extrait le mouvement réel. Et Deleuze continue en résumant sa philosophie de la répétition en termes de théâtre, proposant de dramatiser les idées, annonçant une autre conception du concept. C'est une citation de Différence et répétition, de l'introduction. Tout cela vise en vérité l'immanence comme axe d'une ontologie de la différence. Je me demande si, sur ce plan, Artaud n'est pas allé plus loin que Deleuze, que le Deleuze de Différence et répétition, dont la pensée n'avait pas encore construit le concept d'immanence et élaboré l'idée de concept-action. Professor Sergio for this brilliant conference paper, and I invite the audience to put questions now, just now, because later it will be not possible. May I ask my question in English? My French is not as good as I remembered. You've given us the most lucid and inspiring answer to the question, what is the theater of cruelty? I want to add a second question. Where is the theater of cruelty? It's where? Où est-ce que le théâtre de la cruauté? Where is it? Cruelty. Yes. It starts with manifestos. Then there's a brief moment
when Artaud tries to realize the theater of cruelty, which is a great failure. But then something interesting happens. The theater of cruelty starts its success in philosophy, starting with Deleuze. And to this day, to this room, the theater of cruelty becomes a name for a philosophical fantasy. Now, there's nothing wrong with philosophical fantasies, but I just would like you and all of us to reflect on how strange it is that one of the greatest failures in theater history becomes one of the greatest successes in the philosophy of theater. Well, may I answer you? I think it's not a failure. Okay. Because the Théâtre de la Cruauté is realized in the Théâtre Oriental, Balinais, immediately. And secondly, in the actual book, in a work, in the actual work, le Théâtre de la Cruauté changes. It's not this one I exposed. It's almost the same, but everything on the stage is concentrated and in the body of Artaud. It's a theater of the body, and then you say it's a fantasy. Well, then Deleuze's philosophy, for example, Deleuze-Guattari's philosophy is a fantasy. Then I want you to prove it's a fantasy. And perhaps it's a beautiful fantasy, but not in the sense you gave to fantasy. I think it is a beautiful fantasy, but you know, Artaud knew nothing about the Balinese theater. Balinese theater was a perfect projection screen for his concept of I think you haven't understood the real effect, the real action of two bodies, or two bodies in the Théâtre de la Cruauté. What is there is a magic relation. Or a magic relation, if you take anthropological descriptions, but very from Turner, for example, or Leach, or you have something which is more than a word, light word. It's something which has an efficiency, which has an action, an effect. If we don't understand what is magic, if you put it magic in the epistemological field, out of science and out of reason, you don't understand magic. You don't understand the Théâtre de la Cruauté. No, quick. It's just a response to this window. Yes? Okay. Je sais pas, est-ce que je pose la question? Oui, ok. Oui, alors ma question est une question remarque des deux. Ce qui m'a intéressé dans votre communication, c'est si j'ai bien compris, c'est que vous analysez à travers tout ce rapport entre philosophie et théâtre à travers la notion de conflit en fait. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que ce qu'on appelle la première interprétation philosophique du tragique chez Schelling opère justement ce rapport, en fait, établit un rapport entre théâtre, drame et philosophie à travers cette notion de conflit. Pour Schelling, c'est que dans la tragédie grecque, par exemple, ça signifie concrètement dans la tragédie grecque, il y a la mise en scène d'un conflit qui est entre nécessité et liberté, qui correspond à un problème philosophique qui est celui de la liberté humaine, qui oppose pour lui les grands systèmes philosophiques. Maintenant, ma question est par rapport à cette notion de conflit, et justement,
par exemple, dans le modèle chirurgien, c'est cette notion de conflit permet d'approcher théâtre et philosophie. Elle permet aussi de les différencier, parce que la mise en scène d'un conflit, en fait, est dans une certaine mesure, fait signe vers la résolution d'un conflit d'une certaine manière, mais la philosophie est là pour le penser, en fait, ce que le théâtre ne peut pas expliciter. Et donc ma question maintenant est, dans cette approche que vous avez fait entre philosophie et théâtre à travers la notion de conflit, est-ce qu'il y a encore de la place pour une distinction entre ce conflit qui est à la source de la philosophie et le conflit dans le théâtre, entre le constitutif du théâtre? Là, il faudrait, il y a plusieurs couches dans ce que vous dites, couches de questions. Première question, c'est la dernière, la vôtre. Est-ce qu'il y a la place pour un conflit, pour une source des conflits? Bien, je vous renvoie